Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à un autre épisode de J'ai un petit quelque chose. Aujourd'hui, Andréane Fortin n'est pas là. Et c'est moi. Mais on a toujours notre beau Alex, donc son conjoint, qui va être là pour m'accompagner à l'animation. Et aujourd'hui, notre invité, on reçoit Dr Meyer. Bonjour. Donc, neurologue. Donc, je vous laisse présenter. Donc, je m'appelle Inge Meyer. Les gens ont beaucoup de mal à prononcer mon nom, donc c'est Inge Meyer. Je suis neurologue pédiatrique à l'hôpital de Sainte-Justine. Comme formation, moi, j'ai été formée en génétique antérieurement, avant ma médecine. Ensuite, j'ai fait la médecine et comme spécialité, j'ai choisi la neuropédiatrie. Et parfois, on peut se surspécialiser. Et moi, je me suis spécialisée en troubles de mouvement qui inclut le syndrome Tourette. Donc, il y a un panoplie d'autres mouvements, la dystonie, la myoclonie, etc. Et j'ai passé quelques temps à New York avec Dr. Barbara Coffey, qui est un des spécialistes en Tourette, et c'est avec elle que je me suis formée en Tourette. Et je suis revenue donc comme patron à la clinique Tourette depuis 2018 environ. Je co-dirige la clinique avec Dr. Baudouin-Forgeau-Darc. Vous avez décidé de vous surspécialiser en moi parce que vous connaissiez quelqu'un qui avait la Tourette, par... Non, pas du tout. Quand on est en formation dans un centre universitaire, normalement, on doit faire un fellowship qu'on appelle, une surspécialité. Et moi, pendant ma résidence, j'ai été exposée à la clinique Tourette. Même plus tôt, quand je faisais mon doctorat en génétique, j'étais dans le laboratoire de Dr. Guy Rouleau, qui a fait beaucoup d'études génétiques sur le Tourette à Montréal, dans une grande collaboration avec des gens à l'international. Et j'ai participé comme bénévole même il y a longtemps lors de ces journées de recrutement. Des gens qu'on recrutait à ce moment-là, les enfants sont maintenant dans la vingtaine, trentaine. Donc, c'est assez cool. Oui, donc moi, je vois surtout les enfants maintenant, mais j'ai été impliquée auprès de la patientèle, auprès des gens, des jeunes avec le syndrome Tourette depuis très longtemps. Et c'est sûr que je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup les familles. Donc, c'était... Et surtout, il y avait manque de personnes en troubles de mouvement. Il n'y avait pas de médecins spécialisés en troubles de mouvement à Sainte-Justine. Et des autres troubles, donc la dystonie, etc., ont vraiment des causes génétiques souvent. Donc, ça combinait bien mes intérêts entre la génétique et la neurologie. Et qu'est-ce que j'aime le plus? C'est ce que j'explique beaucoup aux enfants aussi et aux familles. Mes autres conditions sont physiquement très lourdes. Donc, les enfants ont des maladies chroniques très, très sévères. Donc, pour moi, c'est comme un peu mon bonbon d'être avec les enfants Tourette avec qui je peux converser, qui peuvent me montrer comment ils sont intelligents, de me faire des beaux dessins. Donc, comme ça, j'ai deux types de patients et j'ai comme une récompense différente des deux. Ouais. Ah, OK, je comprends. Mais justement, qu'est-ce qui vous fascine chez les gens qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette? C'est pas juste des gens, je dirais. C'est la famille. C'est un peu la complexité de nos familles avec le syndrome Tourette. Et surtout, un peu la résilience et comment les enfants sont très différents selon les symptômes et comment la famille gère les symptômes, comment les enfants se sentent face à leurs symptômes. Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup surtout, c'est tout ce partenariat-là entre notre clinique multidisciplinaire, moi, les patients, les familles. C'est ça que j'aime beaucoup. J'ai vraiment l'impression que je les accompagne et je suis très contente que je peux, pour le moment en tout cas, assurer le suivi pour un certain nombre de ces familles-là. Donc, je les connais depuis très longtemps. Ça me fait plaisir de les revoir. Donc... Et comme neurologue qui voit les enfants avec d'autres maladies physiques très sévères, je trouve ça vraiment le fun. J'aime ça quand vous parlez de votre petit bonbon. Oui, vraiment. Je m'amuse tellement dans la clinique. Malheureusement, je suis un des rares qui aime faire ce type de travail-là. Okay. Il en manque, hein? Oui, il en manque, justement. Pourquoi on en manque? C'est pas certain. Une des choses, malheureusement, c'est que ça prend beaucoup de temps. Être avec une famille, un patient avec le Tourette, il faut faire le tour.
Je suis chanceuse d'être dans une clinique où j'ai une équipe, mais des gens qui n'ont pas d'équipe, le suivi pour un patient avec un syndrome Tourette est probablement trop lourd selon la sévérité, évidemment, du patient, parce qu'il y a des patients qui vont très bien, qui sont très légers. Il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de difficultés. Je dirais des cas légers peuvent être facilement vus dans une clinique régulière, externe, sans équipe. Mais... c'est intéressant. Moi, j'aimerais qu'on parle les troubles neurodéveloppementaux. Je savais que j'allais avoir de la misère à le dire. J'aimerais que vous m'expliquiez c'est quoi, plus simplement, mettons. Oui. À la radio, l'autre jour, j'ai dit un trouble neurodéveloppemental, on est né avec. C'était peut-être pas une très bonne explication, mais avec ça que je veux dire, c'est comme parmi les troubles neurodéveloppementaux qu'on connaît bien, c'est donc le TDAH, le Tourette, l'autisme, certaines formes d'épilepsie, le trouble développemental de la coordination, anciennement connu comme la dyspraxie. On est né avec un dysfonctionnement du cerveau, mais qui n'est pas visible. Si on fait une photo du cerveau, il n'y a, dans la majorité des cas, pas d'anomalie anatomique. Mais c'est le fonctionnement du cerveau qui est différent. Donc, c'est ça qu'on appelle des troubles neurodéveloppementaux, quelque chose avec lequel on est né, qui est probablement en grosse partie génétique, mais il y a beaucoup d'études justement en génétique en cours pour toutes ces conditions-là. On n'est pas toujours capable d'en trouver. Il y a beaucoup de choses qui sont partagées entre ces troubles neurodéveloppementaux, notamment la prépondérance chez les garçons. L'autisme, TDAH, c'est tout 4 pour 1, 4 garçons pour une fille. Est-ce que c'est encore les mêmes statistiques aujourd'hui? Absolument. Est-ce que les garçons ont plus de fragilité? Je ne suis pas certaine. Par exemple, en néonatologie, des prématurés qui sont nés, les garçons ont aussi souvent plus de difficultés neurologiques par la suite. Donc, on est certaine que c'est quelque chose qui est en lien avec les garçons et dans le Tourette spécifiquement. Les gens ont beaucoup essayé d'étudier les hormones, l'influence des hormones et on trouve rien vraiment qui peut expliquer cette différence. Même dans les gènes qui ont été associés avec le Tourette, il n'y a pas de gènes qui sont spécifiquement en lien avec les hormones. On parle encore à ce jour en 2025. Oui. Donc, c'est très fascinant, mais c'est pas tout à fait compris encore. Exact. C'est ce que vous étudiez à la clinique à Sainte-Justine ou c'est comme de votre côté? Comment ça fonctionne? Oui, actuellement, on a seulement un projet en cours à Sainte-Justine dans notre clinique qui est un projet beaucoup plus de trajectoire de soins, super intéressant. C'est financé par un fonds privé, un don privé. Et notre énergie est pas mal mise à 100% là-dedans, où on travaille avec 2 CIUS partenaires pour évaluer comment un enfant avec un Tourette est référé à nous ou à eux et c'est quoi la trajectoire, comment on peut optimiser cette trajectoire-là, d'avoir accès à les services adaptés à ses besoins. À première vue, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est très différent selon le CLC même. Et on espère éventuellement, avec cette belle collaboration, d'arriver à une trajectoire standardisée qu'on va pouvoir déployer à travers le Québec, ultimement, si on a du financement autre, pour que ça soit plus accessible, que ça soit juste pour tout le monde, que tout le monde aurait le même accès et à des soins qui sont basés sur les dernières lignes directrices et les dernières données scientifiques. Là, ce serait sur le projet. Mais sinon, on a déjà participé dans une étude pour un des médicaments qui a récemment été étudié. Mais c'est difficile d'avoir un juste équilibre entre voir tous les patients sur notre liste d'attente et dédier nos professionnels à des soins pour ces enfants-là et avoir de l'aide ou du financement pour faire de la recherche plus... approfondie comparé à l'équipe de Julie Leclerc, par exemple, qui fait surtout la recherche. Moi, j'aimerais savoir, le syndrome de la Tourette, c'est comment que ça affecte le cerveau? C'est une bonne question. Donc, c'est à peu près, moi, je le vois un peu d'une autre façon. Pourquoi le cerveau nous donne le syndrome Tourette? Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais malheureusement, on ne sait pas beaucoup sur ça, même s'il y a
des milliers de gens qui travaillent là-dessus en recherche. Justement, je m'en vais la semaine prochaine à un congrès pour être au courant, pour me remettre à jour. Spécifiquement pour la Tourette? Pour la Tourette, oui. Pour les dernières données, pour être au courant de ce qui se passe à travers le monde. Mais il y a donc des gens qui ont étudié à l'aide de l'imagerie très poussée, à l'aide des prises de sang, à l'aide des tests génétiques, à l'aide des études plus, comme on dit, où on compare, les gens qui ont le Tourette, est-ce qu'il y avait des facteurs à la naissance, etc. So, avec toutes ces études-là, maintenant, en 2005, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'il y a un problème de, minimalement, le neurotransmetteur dopamine. Probablement aussi d'autres neurotransmetteurs, mais ça, c'est moins clair, qui est des récepteurs de la dopamine qui semblent pas bien fonctionner. Et à cause de ça, il y a un manque d'inhibition parce que la voie dans les noyaux gris centraux important pour le mouvement, le contrôle de mouvement et l'inhibition des mouvements est dans cette zone du cerveau qui sont des noyaux gris centraux et une boucle qui va du cortex dans les noyaux gris centraux, il revient au cortex qui est atteint. Et ça, on peut voir des anomalies à l'IRM, des IRM fonctionnels, on peut voir ça. Anyway, il y a plein de façons. Mais au final, on pense qu'il y a un problème avec la dopamine. Je pourrais vous donner beaucoup plus de détails fins, mais ce n'est pas nécessaire parce qu'au final, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Mais l'autre chose qui nous confirme que la dopamine est impliquée, qui est un peu la molécule de la récompense aussi, et que le traitement qui fonctionne le mieux, qui sont des neuroleptiques, bloque les récepteurs à la dopamine. Enfin, dans le fond, si j'essaie de vulgariser un petit peu, ça serait comme un excès de dopamine qui n'est pas bien reçu ou c'est... Bien vulgarisé, oui. Et c'est ça que je dis normalement aussi dans les présentations, mais c'est probablement un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que par moment, et pas tout le temps, on a trop de dopamine ou que nos récepteurs qui reçoivent ou auxquels la dopamine se lie sont trop sensibles à la dopamine. Donc, ultimement, le résultat, c'est qu'il y a trop de dopamine dans le cerveau ou trop de stimulation des récepteurs dopaminergiques, mais exactement le détail de le comment, c'est pas trop connu. Oui, c'est surtout, on dit il y a autant de Tourette que de Tourette, c'est-à-dire que tout le monde qui a la Tourette est différent. J'imagine qu'avec additionner à ça un manque de données, un manque d'études, ça doit être quand même un beau champ de recherche de comme, on sait pas sur quoi se fier, on va-tu là, on va-tu là, on va-tu là. Mais là, on parle de votre clinique à Sainte-Justine depuis tantôt, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, surtout pour les gens à la maison, c'est quoi exactement cette clinique et pourquoi, en fait, ça en fait une clinique qui est spécialisée pour les gens qui ont le SGT? Oui. So, la clinique existe depuis probablement plus de 20 ans et à travers les années, ça a été partagé entre les médecins en psychiatrie, donc des psychiatres, ou les neurologues. Et ça allait par vagues. Par moments, c'était des neurologues qui étaient plus... Maintenant, c'est cool parce qu'on a une co-gestion. Et c'est une clinique multidisciplinaire qui est unique au Québec, qui consiste donc en un neurologue, 2 psychiatres et maintenant un pédiatre qui vient de se joindre à notre équipe, un pédiatre développementaliste, donc qui est intéressé par les troubles neurodéveloppementaux. Notre infirmière coordonnatrice qui est clé dans notre équipe, des psychoéducatrices, on en a une est en congé de maternité, un neuropsychologue, un travailleur social. Et par moment, on a aussi accès à des orthophonistes ou des ergothérapeutes au besoin. Et donc, on a vraiment une équipe multidisciplinaire. On a également aussi nos assistantes administratives, Claudette, sans qui on ne peut pas survivre non plus. Donc, on est une équipe très, très serrée. On fait des réunions multidisciplinaires chaque semaine où on discute des cas, surtout des cas plus compliqués. Puis, pourquoi il y en a besoin d'une clinique? Donc, pour beaucoup de maladies, il y a des cliniques surspécialisées dans les centres quaternaires pour les cas beaucoup plus compliqués. Jusqu'à maintenant, avec le syndrome Tourette, c'est
pas seulement pour les cas compliqués, parce qu'il y a un manque de connaissances et un manque d'expertise dans le réseau. Donc, c'est pour ça que nos listes d'attente débordent, parce que les médecins de famille, les pédiatres ne sont pas tous très à l'aise avec le syndrome Tourette. Donc, dès qu'ils voient des tics, ils nous réfèrent à la clinique. Et avec le projet qui est en cours maintenant, on essaie vraiment de former et de soutenir la première, deuxième ligne pour pouvoir être plus indépendante, pour offrir des soins plus rapides. Parce qu'évidemment, il y aura des longues listes d'attente chez nous si on est les seuls à avoir tous les patients avec le Tourette des enfants dans la province. Donc, c'est pour ça, entre autres, le projet. Donc, ultimement, nous allons voir surtout des cas complexes, mais pour le moment, on voit surtout des enfants qui ont un dysfonctionnement en lien avec les tics. Donc, les 3D, des tics très dérangeants pour le jeune, des tics douloureux ou des tics dangereux pour le jeune. Il y en a un système de priorisation où on priorise ces cas. Dans d'autres villes, donc à Québec, il y a aussi maintenant un psychiatre qui s'intéresse. Donc, il y a d'autres personnes, et même en deuxième ligne, il y a des pédopsychiatres, il y a des pédiatres qui voient les enfants avec le syndrome Tourette. Mais s'ils ne sont pas certains ou ils ont besoin d'un deuxième avis, ils nous les envoient. Exactement. Dans le fond, vous formez beaucoup de gens. En fait, vous désirez former beaucoup de gens, surtout pour vous libérer de la liste d'attente. Être prêt que la journée aussi que... Oui, non, mais c'est surtout pour améliorer les soins pour les enfants. Parce que maintenant, s'ils attendent nous tout le temps, pendant 2 ans, on les aide pas du tout et la famille reste avec des questionnements en suspens. Parfois, on a même eu des cas qui étaient très dommages où les services n'étaient pas mis en place en attendant une évaluation formelle par notre clinique. Et ça, c'est complètement illogique. Donc, on veut vraiment que dès que quelqu'un se présente au CLSC, il y a des gens sur le terrain qui seront habitués à, du moins, soutenir la famille avec les dernières connaissances. Au moins pour répondre aux questions. Exactement. De base. Et si c'est pas suffisant, d'aller vers le prochain niveau. Donc, c'est ça qu'on souhaite. Et nos 2 partenaires à date, ça va vraiment bien dans nos discussions et dans les échanges. Donc, je pense que ça va changer un peu les trajectoires de soins d'ici 5 ans au Québec. Et je suis très positive par rapport à ça. Je le souhaite. Oui, vraiment. Oh, oui, vraiment. Mais pourquoi c'est peu connu, la Tourette, en fait? Je me dis, pourquoi il y a d'autres maladies ou syndromes, peu importe, qui sont connus, puis que le syndrome de la Tourette, tu sais, c'est typique, là. Les gens pensent que c'est des gens qui vont faire les sacs ou crier des bêtises, etc. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Dans ma tête, j'ai 2 réponses, mais je vais commencer avec le plus simple. Je pense pas que le syndrome est peu connu. OK. Right? Si on dit à quelqu'un, sais-tu c'est quoi le syndrome Tourette, la plupart vont dire oui, mais ils vont dire qu'est-ce que tu viens de dire. Mal connu. Ouais. So, that's the first. C'est très mal connu. Pourquoi c'est mal connu? Je pense que les gens, en général, on aime la sensation, right? Donc, donc même avec tout le phénomène de TikTok, qu'on ne parlera pas nécessairement maintenant, mais si vous allez sur TikTok maintenant, il y a des millions. Baylin Dupree, qui est une des personnes qui dit avoir le syndrome Tourette, elle a un show elle-même maintenant et elle fait beaucoup d'argent. Donc, les gens sont intéressés par le côté exagéré, le côté très dramatique. Qu'est-ce que les gens ne savent pas? Le côté mal connu, je dirais, c'est que la majorité des gens, c'est des jeunes garçons qui sont intelligents, qui ont peut-être 1 ou 2 troubles autres comme le TDAH ou comme... troubles d'apprentissage, c'est très rare, mais possiblement. C'est rare. Oui, mais des petits dyslexies, dysorthographies, avec des tics qui sont possiblement dérangeants, possiblement pas. Et c'est seulement, je dirais, moins de 5% qui ont des gros mots ou qui ont beaucoup de tics à l'âge adulte. OK. Oui, c'est ça. Donc, je pense que justement, des activités comme aujourd'hui, c'est ça dont on a besoin pour mettre la lumière, c'est quoi
le Tourette. La vraie Tourette. Réaliser que c'est très variable, mais que le côté extrême qu'on voit dans les médias jusqu'à maintenant, qu'on a vu jusqu'à maintenant, est vraiment le côté extrême et ça représente la minorité. Et moi, je peux dire ça parce que dans un centre tertiaire où on voit des cas assez difficiles, c'est rare que je vois des cas aussi difficiles, right? Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et donc, je pense que c'est super important. Et ça, je dis beaucoup à mes familles aussi. Il y a... Quand on a un syndrome Tourette, et c'est peut-être pas toujours la même vision d'autres personnes, mais notre vision est vraiment... Comme toute autre maladie ou trouble neurodéveloppemental, de donner seulement un 20%, c'est peut-être à la maladie dans la famille, donc dans le quotidien d'une famille, right, ou d'un couple, par exemple. On ne va pas tout mettre l'attention sur le Tourette, sur les tics toute la journée. Ça sert à quoi? Le problème est là. On essaie... Donc, c'est ça que j'enseigne beaucoup les familles, parce que dans certaines familles, surtout quand un des deux parents est très anxieux, on met beaucoup d'emphase sur la maladie, la souffrance. Donc, moi, la première chose que j'enseigne mes parents, c'est vraiment, OK, fine, on donne 20% par jour à nos problèmes. Le reste du temps, là, on vit notre vie. Et c'est drôle parce que je disais ça de façon spontanée. Aujourd'hui, sur un blog d'une de mes collègues qui a un mari avec un cancer, elle a dit ça comme conseil aussi, puis elle attribue 5% à la maladie. Donc, tu prends 5% de ta journée pour pleurer, pour être fâché, pour être découragé, mais le reste du temps, on reste dans le positif le plus possible. Mais quand vous parlez de 20% de la journée au tic, c'est... On dirait que j'ai besoin d'une image. C'est quoi, mettons, pas nécessairement parler? Parce que moi, tu sais, je vis avec le syndrome. Tu sais, ce que je dis à mes collègues de travail, à ma famille, tu sais, il faut pas m'en parler. Là, parce que même si tu m'en parles 2 minutes, ou juste rire à un tic qui est drôle, que, tu sais, je suis starté pour toute la journée. Là. Absolument. So, merci pour ton point. Et on s'était pas pratiqué. L'autre chose que je dis dans la clinique à mes patients, qu'on essaie comme clinique de transmettre à nos familles, c'est que il faut jamais parler des tics des autres. Okay. J'en profite quand je vois les parents. Quand un des parents a des tics aussi, je les souligne. Donc, je fais ma méchante et je dis, vous avez des tics aussi. Donc, maintenant que je vous ai dit, vous les sentez, right? Vous voulez les faire. Et là, le parent me dit, ah oui. Donc, je dis, c'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas le droit de parler. Et j'explique aux jeunes, même les tout jeunes, que c'est eux les chefs de leur tic. Et que c'est eux qui ont le droit d'en parler, qui ont le droit de demander de l'aide. Mais les parents ne doivent jamais, et l'entourage, l'école, le travail, les collègues, doivent jamais en parler. Même si c'est bien intentionné. C'est like, oh, tu as beaucoup de tics aujourd'hui. Est-ce que tu files bien? Non, on ne fait pas ça. Oh, viens ici, je vais masser ton bras, là, tu sembles avoir plein de tics aujourd'hui. Donc, nous, on est relativement ferme là-dessus, qu'on veut vraiment aucune attention, même si c'est une attention que le parent fait de façon bienveillante. Exact. OK, fait que dans le 20%, je suis encore tiqué un peu là-dessus, mais je trouve que si ça vient de l'enfant, mettons, il y a eu une dure journée à l'école, il y avait beaucoup de tics, il s'est fait écœurer, puis que ça vient de lui. Ben là, on peut prendre un moment pour en discuter. Puis là, ça rentre dans le 20%. Mais on n'en parlera pas pendant 3 jours. Correct. Parce que exactement ça. Je comprends. Et honnêtement, je dis mon 20%, c'est probablement beaucoup plus orienté vers les parents. Moi, je travaille avec des enfants. Vous êtes un adulte, ça, c'est pas la même chose. Mais même pour vous, comme personne qui a des tics, essayez vous-même de pas dire « Oh my God, mon Tourette, là, mes tics, là, pendant toute la journée. » Tu as des tics, tu vas les avoir. C'est comme ça. C'est plate. Mais même à l'intérieur de notre famille, et pas seulement dans les nouvelles, de dédramatiser. Parce que de dramatiser, comme tu dis très bien, ça va juste l'empirer. Ben non, mais comme en tant qu'adulte, c'est comme moi, normalement, tu sais, j'en parle pas. Là. Admettons, les seules fois que je vais en parler, c'est quand je vais voir le non-verbal des gens changer, que je connais pas, là, je vais le dire. Sinon, des journées comme aujourd'hui, je suis pas mal 100% dedans. Là, je veux dire, je fais des podcasts. Là, fait que c'est ça. Là, on est pas mal 100% dans ça. Puis c'est pour ça que je le sens là, après une journée de 100% là-dedans, là, à quel point c'est vraiment plus épuisant. Puis là, c'est pas Andréane qui est là. Parce que quand Andréane est là,
vous contaminez. Contamine. Fait que, OK, ben c'est bien. J'aime ça de voir la manière que vous l'avez expliqué vraiment pour bien comprendre, l'imaginer. Puis tout. Mais c'est drôle, tu parles de contamination. Est-ce que, parce que vous avez une clinique avec plein de gens qui sont Tourette, est-ce que vous remarquez ce phénomène-là de contamination entre ceux qui sont... Oui et non. Je pense que la QST pourrait en parler plus pendant leur camp parce que nous, nos patients, il n'y en a pas beaucoup dans la salle d'attente en même temps, right? Normalement, c'est un après l'autre. Mais, et on commence à faire des activités de groupe pour les jeunes individuels où on essaie de arrimer un peu le niveau d'atteinte de chaque enfant pour pouvoir se rejoindre mieux. On n'en a pas fait beaucoup de groupes et on espère éventuellement aussi pouvoir les transposer à des CLSC ultimement si ça marche bien. Le but de ces groupes, c'est vraiment d'enseigner les enfants sur leur tic, c'est quoi avoir des tics, comment ils se comportent dans le temps, les enseignants qui sont le chef de leur tic, etc. Tout ce côté-là, je fais normalement avec eux et leurs parents, de faire dans des groupes d'ateliers. Donc, on est en train de développer ça. Mais c'est toujours la crainte des parents. Puis la plupart des gens vont dire qu'ils ont un peu plus de tics, mais dans la journée même. Après, ça retombe normalement. D'ailleurs, j'avais une question pour vous, puis en même temps pour toi, David. Yes. Parce que souvent, mettons, en tant que proche de quelqu'un qui a la tourette, on remarque des pics de tics, on remarque des moments où il y en a moins. Souvent, on se dit, est-ce que c'est une période de stress? Est-ce que c'est une période de joie? Est-ce qu'au niveau des recherches, il y a quelque chose qui justifie des fois des pics ou des moments où il y a moins de tics? Parce que souvent, c'est là que nous, en tant que proches, on a envie d'intervenir, on a envie de faire comme prendre ce 20%-là puis de l'utiliser à ce moment-là, mais c'est ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie les crises de tics ou pas du tout? Oui et non. Donc, qu'est-ce qui est prouvé par les recherches? C'est que le stress, donc, on sait tous, notre clinique est toujours très plein à la rentrée scolaire, lors de la période des examens, mais aussi des choses le fun, donc Halloween, Noël, Walt Disney. Moi, j'avais un patient qui allait prendre l'avion pour la première fois, donc du moment que les parents avaient acheté des billets, il a fait beaucoup de tics jusqu'à temps qu'il revienne de son voyage. Ça a duré vraiment beaucoup de semaines. Donc ça, c'est bien connu. Il y a des études qui disent que peut-être la chaleur, mais ça, c'est pas quelque chose que les parents me rapportent, ni les enfants. Ça doit dépendre. Oui, puis il y a beaucoup de recherches, et ça peut être même controversé, mais il y a beaucoup de recherches sur les facteurs immunologiques, donc les infections. Est-ce que des infections à strep font en sorte qu'on a plus de tics? Est-ce qu'une infection à l'EBV fait en sorte qu'on a plus de tics? EBV, c'est un autre virus, le virus de la mono, par exemple. Est-ce que donc ça, c'est en étude. Il y a plusieurs données déjà qui disent que peut-être certaines infections peuvent augmenter un peu les tics. Et c'est ça où il y a beaucoup de recherches actuellement, je dirais. Mais ça, c'est les plus communs. Après ça, il y a le grand pic entre 10 et 12 ans. Donc, vous savez, c'est que ça commence vers 4 à 6 ans. Entre 10 et 12, on a un grand pic et ça descend après chez la majorité des patients. Mais à travers cette grande courbe-là, il y a des mini-fluctuations que tu mentionnes qui sont souvent en lien avec le stress positif ou négatif. Mais le grand pic entre 10 et 12 ans, c'est là où les gens ont essayé de regarder si c'est des hormones ou parce que c'est à l'entour du début de la préadolescence, mais on n'a rien trouvé. Donc ça, c'est encore inconnu. Une des choses que je me questionne, c'est est-ce que c'est la charge scolaire qui devient difficile? You know, 4e, 5e année, c'est là où ça creuse, surtout pour des patients qui ont un TDAH aussi. C'est là des années, ça devient beaucoup plus difficile. De primaire à secondaire. Exactement. Donc ça, c'est un gros moment. Mais techniquement, le pic est jusqu'à 12, 13. Mais je dirais que la plupart des patients vont me dire que la première année au secondaire, c'est encore rough parce que pour tous les ados, c'est rough. De s'adapter, c'est plus difficile, il faut être autonome et tout. Donc, la plupart des patients Tourette vont me dire à partir de la 2e année de secondaire, c'est plus calme. Ben, c'est drôle. Puis, tu sais, comme moi, mettons, en l'ayant, ce que je peux confirmer, le stress, puis quand l'excitation, la fatigue, quand je suis fatigué, ça l'est beaucoup. Puis, les affaires d'infection, moins, mais admettons,
Moi, c'est ce que je reconnais, ça n'a peut-être pas rapport, mais admettons, j'ai des bobos de bouche Oui. ou, je sais pas, une dent qui me fait mal. Oui. Ben, moi, je le sais qu'il faut pas que j'y touche, mais j'y touche. Parce que faut pas que j'y touche, tu sais. Fait que admettons, j'ai un bobo de langue, je vais mordre ma langue. Ouais. Fait que ça va être un nouveau tic. Pendant un certain temps. Jusqu'à temps que ça. C'est un autre beau point que tu amènes. C'est-à-dire que certains de mes patients Tourette ont vu pendant 2 ans d'autres médecins avant d'arriver à leur diagnostic de Tourette pour sécheresse des yeux, pour allergie dans la gorge, pour toutes sortes de choses. Mais au final, c'était juste leur tic. Mais chez certains, c'est vraiment une vraie allergie qui s'est transformée en tic avec le temps ou que c'est vraiment un problème d'un œil qui, par la suite, est resté, comme tu décris, le clignement reste. Donc, dans ces cas-là, parfois, j'ai aussi un patient avec des aftes dans la bouche, puis un afte, donc un ulcère là, dans la bouche. Et c'est devenu son tic par la suite au point que ça devient comme compliqué. So, chez certains patients où je vois vraiment un déclencheur, parfois, j'essaie de traiter le déclencheur, right? Si tu as un dent qui doit être réparé, mais on le répare, right? Pour enlever le goût de vouloir faire le mouvement. Oui, parce que c'est comme juste les tics normales, standards, c'est épuisant, mais quand que t'as un bobo qui te fait mal, puis que tu t'infliges, ça a juste pas... Mais tu sais, puis c'est ça, j'en ai parlé avec d'autres tourettes, d'autres gens qui ont la tourette, puis je suis pas le seul. Fait que je suis correct, là. T'es certainement pas le seul. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est ça, c'est tannant, mais c'est... OK, ben c'est cool d'entendre mais est-ce que c'est un peu ce qu'on jasait tantôt en dehors du studio, mais ce qu'il appelle le just right feeling. Fait ce moment-là de satisfaction où tu arrives en faisant ton tic. Je sais pas si c'est quelque chose que vous remarquez aussi. Absolument. C'est dur à voir, même. Oui, absolument. So, juste pour resituer un peu le just right. Donc, just right en français, on le traduit par bien faire un tic. L'exemple que je donne toujours, c'est les parents qui me disent, Dr. Meyer, il fait le bruit là, le soir, là, il le fait tellement souvent. Puis justement, l'enfant le fait tellement pour avoir un son très aigu, une certaine tonalité qu'il veut atteindre, right? Donc, sinon, la sensation pratique ne disparaît pas. Donc, c'est quoi un peu la façon de fonctionner avec un tic? C'est que le cerveau nous donne un signal qu'on a envie de faire un tic. Donc, par exemple, pour un mouvement du cou, on sent que ça tire dans le cou. Et là, on va faire le mouvement pour enlever cette sensation dérangeante. Le cerveau dit « Oh, merci, tu as fait le mouvement. » Et ensuite, le cerveau se calme pendant un petit instant. Un petit instant. Un système de récompense. Exactement. Et c'est pour ça que je vous parlais de la dopamine, qui est la molécule de la récompense. Et donc ça, c'est un peu le cycle des tics. Et le cerveau, dans le Just Right, ne reçoit pas cette satisfaction tant qu'on ne le fait pas de la façon que ça devrait être fait. Par contre, il y a certains tics où la personne, le Just Right, c'est de sentir une douleur. Et ceux-là sont beaucoup plus difficiles à traiter parce que le patient, surtout avec un bobo dans la bouche, c'est comme si le Just Right est de vouloir sentir la douleur en lien avec le mouvement. Ça, c'est plus compliqué. Vous pouvez vous imaginer un enfant qui a un autisme, qui sont hypersensibles aux douleurs, etc. Donc, chez eux, parfois, c'est encore pire. À côté de ça, ou peut-être la même chose, on a le TOC, donc le trouble obsessif-compulsif, qui est présent probablement chez 50% des gens avec le Tourette comme condition associée. Et parfois, c'est très difficile à différencier entre le Just Right et un TOC. La ligne est mince. La ligne est très mince au point que les gens dans la littérature maintenant parlent de TOC du Tourette. En anglais, c'est Tourettic OCD. Parce que, normalement, dans un TOC, on a une pensée intrusive qui nous force à faire le mouvement ou le geste. Genre, admettons, pour donner l'image, genre, mettons, OK, il faut que je fasse ça, sinon il va m'arriver de quoi de malheur. Exactement. Mais si je peux prendre l'exemple Andréane, souvent, ce qui se passe, c'est que dès qu'elle a une pensée, exemple de « il faut absolument que je tienne mon verre dans la main gauche puis que je l'échappe, mais que je le rattrape, sinon mes parents vont crasher dans un accident. » Exactement. Ça, c'est vraiment des TOC, right? C'est un TOC-TOC. Par contre, il y a le Tourettic OCD où il n'y a pas vraiment de pensée derrière, mais c'est plutôt le côté Just Right. Il faut le faire comme ça, sinon je ne suis pas bien.
Est-ce qu'on peut avoir les deux? Oui, OK. absolument. Bon. Et donc, placer, moi, mon crayon et mes papiers, là, ils doivent être alignés comme ça. Sinon, l'entrevue, Ça marche sinon, pas. je suis pas à l'aise. C'est pas que l'entrevue va mal aller. Ça serait plus un choc. Mais c'est juste comme, je suis pas bien. Ouais. Je me sens mieux si je le fais. Et donc, parfois, c'est un peu difficile de faire la part des choses. Oui, c'est quand même. Effectivement, la ligne est mince. Donc, j'ai nommé les deux choses comme clinique spécialisée qu'on voit beaucoup, où on se questionne. Ça, c'est dans les cas plus difficiles. Est-ce que c'est un TOC ou est-ce que c'est un tic? Et dans d'autres cas, c'est plus, est-ce que notre enfant avec un autisme et un Tourette cherche la douleur? C'est quoi exactement? C'est ces cas-là, je dirais, qui sont des cas un peu plus corsés. Puis vous parliez de traitement. Tantôt, on parle de quoi au niveau de traitement? Est-ce que c'est un traitement comportemental, la médication? Pour les tics ou pour cet aspect-là de Tourette? Allons-y. Pour la tourette, Pour la tourette. OK, Pour la c'est bon. tourette globale. So, on est chanceux. Le traitement pour le Tourette est assez simple. Dans ma tête, il y a des bonnes lignes directrices internationales. Donc, ça, c'est internationaux. Je sais pas. C'est OK. Personne est ici pour me donner des notes sur mon français. Désolée. Donc, si la première intervention à faire quand on voit un patient avec un Tourette, qui tout le monde peut faire, la QST le fait, nous on peut le faire, vous comme ambassadeur, on peut le faire, c'est de bien expliquer un survol sur le Tourette. Un peu qu'est-ce qu'on vient de faire. Le Tourette est un trouble neurodéveloppemental, il y a un pic entre 10 et 12 ans, les tics fluctuent selon le stress. Les tics qu'on traite sont des tics dangereux, douloureux ou dérangeants. Les autres, et tout tic, on doit toujours essayer d'ignorer, pas ignorer l'enfant, parce que si un enfant nous demande de l'aide et souffrant, ou la personne, on lui donne l'attention, évidemment. Mais quand je parle d'ignorer les tics, c'est que vous ne le mentionnez pas. Même tantôt, tu as mentionné, dans les moments où il y a beaucoup de tics, on a vraiment envie d'intervenir. Mais justement, il faut encore plus se retenir ou intervenir d'une façon différente. C'est-à-dire, le soir, quand il n'y a pas nécessairement des tics, jaser avec Andréane. Andréane, comment ça va? Ta journée a été comment? Pour qu'elle n'a pas vraiment une notion que c'est en lien avec des tics, mais que tu demandes juste comment ça va au travail, ça a-tu bien été ou pas? Au lieu de dire, oh my God, Andréane, t'as full de tics, là, qu'est-ce qui se passe? Ça, on veut pas, right? C'est quoi la ligne entre... je vous laisserai continuer après pour la suite, mais la ligne entre ça devient dangereux pour la personne. Exemple, un tic où on peut se cogner la tête. Correct. So, parce que j'ai quelqu'un avec des tics à côté de moi, je n'ose pas donner des exemples parce que normalement, je ne le fais pas. Mais pour vous donner une idée, premier point, c'est très, très, très rare. I know. Don't do it. Non. Mais c'est très rare que des gens se blessent à cause de leur tics. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est pour ça que je parlais de notre chère Baylin Dupree à la télé, parce que si vous écoutez sa série, elle fait beaucoup de choses où elle se frappe, elle se cogne, etc., que toi, tu sais même, en ayant beaucoup de tics, tu fais pas souvent des choses comme ça. Donc, parfois, la ligne est mince entre qu'est-ce qui est... Oui, la réalité. La réalité versus qu'est-ce qui est la fiction dans son show. Hein? Donc, c'est très rare, même si on le voit à la télé, c'est vraiment très peu fréquent d'échapper les choses, de se cogner, des choses comme ça. Ça arrive, mais c'est pas commun. Premier point. Deuxième point, donc quand je parle de tics dangereux, il y a des tics, surtout au niveau du cou, qui peuvent mener à des complications neurologiques. Parce qu'il y a des choses importantes qui se promènent dans le cou. Ça, j'aimerais faire du survol là-dessus parce que ça m'interpelle beaucoup. Je le sais. C'est pour ça que je voulais pas en parler. Non, mais moi, tu sais, il y a des tics qui viennent, il y a des tics qui repartent, mais ce tic-là, je l'ai depuis ma jeunesse. Puis je me suis toujours demandé, je vois-tu mal vieillir, en voulant dire, ou que justement, je me suis habitué, puis c'est comme aller au gym, là, d'une certaine manière, tu sais, comme aussi, je pense. Oui, là, on parle de ton tic, de tourner la tête. Ben, tourner la tête, c'est ça, pour les gens qui nous écoutent à l'audio, là, dans le fond, tu sais, je tourne ma tête, puis je fais beaucoup de mouvements avec mon cou, puis des fois, ça bloque, là. Ouais. Donc, dans le passé, ça le faisait pas, mais là, des fois, ça bloque, puis malheureusement, quand ça bloque, je le fais encore plus. Ouais. Fait que ça fait extrêmement mal. Puis c'est dur de débloquer, justement, parce que ça bloque. Fait que j'aimerais savoir, je me souviens même plus pourquoi j'ai posé ça, mais on parlait de ça, puis je voulais savoir, bon, est-ce que dans le futur, ça peut être un problème, moi, pour ça? So,
je te demande la permission de dire les vraies choses. Oui, on est ici pour ça, en fait. Okay. Donc, on est ici pour la science, pour faire comprendre aux gens. Donc, non, mais je fais une blague parce que, honnêtement, je suis tellement dans ma tête entraînée de ne pas en parler aux patients. Donc, j'essaie de respecter ça, mais tu me le demandes et je demande la permission. Les tics cervicaux, les complications très rares qu'on a vues, c'est justement des gens qui peuvent blesser la moelle épinière à cause de ce mouvement-là. Il y a des gens qui, très rarement, ont fait des AVC à cause des carotides qui se promènent ou des artères vertébrales et qui peuvent, probablement chez les gens qui ont une prédisposition, donc quand tu disais « je m'entraîne, donc je suis probablement plus fort », possiblement il y a quelque chose parce que c'est pas toutes les personnes avec ce tic-là qui vont avoir ces complications, c'est une rare minorité. Donc, est-ce que ces gens-là ont une prédisposition autre, que leurs vaisseaux sont plus fragiles, etc.? On ne le sait pas. Et vu que je ne peux pas le savoir juste en te regardant comme ça, on est un peu plus agressif sur le traitement de ces tics-là. Il y a aussi, évidemment, les problèmes musculo-squelettiques qui peuvent juste souvent avoir un torticolis, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est plus les complications neurologiques qui nous inquiètent. Justement, dans les traitements, je vais revenir sur ça tout à l'heure, c'est pas la première intention, mais pour ce tic très spécifique, les injections de toxines botulinques sont super intéressantes. Ce qu'on met pour les rides, normalement, là. Comme la dystonie. J'utilise pas la marque. Comme là, la qui dystonie. est dans la dystonie, exactement. C'est la même chose. Le Botox, c'est la marque. La toxine botulinque, il y en a plusieurs. C'est pour ça que j'essaie de pas utiliser la marque, parce que personne me paye pour être ici. Ça fait de la pub. T'as fait de la pub, là. Exactement. Là, je vais presque parler de M. Dubé, mais non. Je reviens. Mais donc, pour des tics réfractaires du cou, on peut faire ces injections-là. Qu'est-ce que ça fait? Ça affaiblit le muscle. Donc, mais c'est réversible. Donc, ça dure 3 mois, puis après 3 mois, l'effet... donc, tu peux te réinjecter ou pas, selon. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Il n'y a pas beaucoup de données sur ça, mais qu'est-ce qui est intéressant que parfois... Vous voyez la boucle que je vous ai expliquée tantôt, tu sens l'envie, surtout quand ça bloque plus, tu le fais plus, ça s'empire. Avec la toxine botulinque, si on enlève le blocage, souvent ça va diminuer. Donc parfois, tu n'as pas besoin d'avoir 1001 injections. Parfois, juste après 1 ou 2 injections, tu oublies le tic. Okay, donc, ça, c'est un choix très intéressant parce que tu n'as pas d'effet secondaire autre que tu peux être trop faible si l'injection est trop élevée, mais normalement, après la première injection, on fait des doses, des petites doses, puis on ajuste. Donc, pour revenir au traitement, la première étape, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'enseignement thérapeutique, que je vous expliquais tantôt, que tout le monde pourrait faire qui a une connaissance sur le Tourette et qu'on essaie d'enseigner au CLSC, etc., pour minimalement à chaque nouveau diagnostic pour pouvoir faire tout ça avec la famille pour qu'ils sentent, OK, maintenant je sais qu'est-ce que j'ai, etc. Et que ça reste pas une espèce de mystère, I don't know, je veux pas en parler, etc. Qui aide à accepter les tics, parce que devenir chef de tes tics, il faut les accepter. Et j'ai même certains parents qui ne veulent pas dire devant l'enfant qu'il a des tics. Moi, je brise ça tout de suite. On doit enlever ce stigma, ce tabou alentour du Tourette, right? Donc, je dis non, on appelle ça un Tourette, etc. Peut-être le nom va changer et ça va devenir un trouble de tic bientôt. Pour essayer d'enlever le stigma du Tourette dans les médias, entre autres. Parce que, comme vous le savez, le Tourette est défini par 2 mouvements, 2 tics moteurs et un son, un tic verbal. Mais qui a décidé ça? Pourquoi c'est pas 3 sons, 2 mouvements, 10 mouvements, 1 son, seulement les sons, seulement les mouvements? C'est aléatoire, right? Donc, il y a maintenant un groupe de scientifiques qui se penche sur à l'aide d'un parent partenaire ou des patients partenaires pour redéfinir tout ça. Et moi, je serais vraiment pour parce que j'ai certains parents qui viennent dans le bureau, il a juste 2 tics, il a un tic moteur et un tic sonore. Donc, c'est pas un Tourette, hein, Dr. Meyer. C'est quoi la différence? Vous avez des tics? Pour moi, le Tourette veut dire des tics. La QST est peut-être pas tout à fait d'accord avec moi sur ça. Nous, on a des visions un peu différentes, mais c'est correct, on se comprend très bien. Justement, comme je saute un peu de coq à l'âne, là, mais comme mission de notre clinique, on est un centre tertiaire qui s'occupe des cas compliqués, mais malheureusement, on ne peut pas tout assumer dans notre petite équipe que je vous ai expliqué, tout l'aspect comportemental. Donc, tout cet aspect-là, on travaille en étroite collaboration avec les CLSC première ligne.
qui est quelque chose que parfois les parents trouvent difficile parce qu'ils veulent un one-stop shop. Là. Ils veulent pouvoir être pris en charge, mais on ne peut pas faire ça. On n'est pas assez et on n'a pas les gens spécialisés dans notre équipe pour ça. Donc, pour revenir, enseignement thérapeutique où on explique tout ça. Deuxième ligne, c'est la thérapie. Donc, il y a 2 types d'interventions contre les tics, le EPI, l'Exposure Response Prevention, et le deuxième, c'est le CBIT, Comportamental Behavioral Intervention for Tics, qui inclut le HRT, qui est le renversement des habitudes. OK. Et ces 2 thérapies-là ne sont pas beaucoup disponibles nulle part dans le monde, actually, parce que c'est coûteux de former des gens dans ces 2 thérapies-là. Chez nous, qu'est-ce qui est le gros problème? C'est la rétention des gens qui ont fait les formations. Donc, une partie de notre projet est justement d'essayer de former de plus en plus de gens et de soutenir des gens formés pour pouvoir un peu faire effet domino et garder. Mais je dirais qu'il n'y a pas autant de personnes qui ont besoin de cette thérapie ultimement. Julie Leclerc, elle a sa propre thérapie qu'elle a mis sur pied aussi, qui est aussi disponible un peu ici et là. Mais c'est là où on a besoin de vraiment des gens clés dans chaque région avec cette expérience-là, ultimement. Donc, ça, c'est les 2 thérapies. Ensuite, des médicaments. Il y a des alpha-agonistes, clonidine ou guanfacine XR, qui est connu sous le nom commercial de Intuniv, qui environ diminue les tics de 40% en moyenne dans les études. Et ensuite, on a des neuroleptiques qui sont souvent aripiprazole, Abilify ou risperidone, qui sont Risperdal ou autres, Aldol, Pimosite, etc., qui réduisent plus efficacement, donc de 70%, mais avec plus d'effets secondaires. Et c'est donc chose certaine que je dis à tous mes enfants, il n'y a rien qui va enlever tes tics à 100%. Ça, c'est certain. Et il n'y a rien qui n'a pas d'effet secondaire non plus. Donc, il faut bien peser le pour et le contre de traiter ou pas. Mais je dirais juste l'enseignement thérapeutique, de bien ignorer les tics. Chez certaines familles, ça réduit de 50% les tics, aussi bien que le médicament en soi. Donc, c'est pour ça qu'on a mis dans notre projet, initialement, on avait mis beaucoup d'emphase sur la thérapie et former des gens en thérapie, mais on a réalisé que le besoin est là aussi, mais beaucoup plus au niveau de l'enseignement thérapeutique et bien outiller tôt les familles. Et puis ça, c'est des juste pour faire des nuances, c'est des médicaments qui sont aussi peut-être des fois de l'essai-erreur, c'est-à-dire que c'est pas parce que le médicament fonctionne chez quelqu'un qui va fonctionner chez l'autre, ou il y a quand même un espèce de standard de... Je dirais que c'est différent qu'en TDAH. En TDAH, là, des stimulants, il y a 2 catégories, des amphétamines, des méthylphénidates, et c'est essai-erreur. On essaie un, on a trop d'effets secondaires, on essaie l'autre. Je dirais, et peut-être les gens qui font beaucoup de TDAH vont être fâchés contre moi, là, mais pour moi, c'est essai-erreur. Et je fais beaucoup de TDAH parce que dans notre clientèle, 40 à 60% ont du TDAH. Donc, je suis assez à l'aise. Mais pour les médicaments de Tourette, de tic, actually, ça, c'était une de vos questions. Il n'y a pas de médicament Tourette, entre guillemets, right? Il y a un médicament. Ou, ça dépend comment on voit ça, il y a des médicaments pour les tics. Donc, les médicaments dont j'ai parlé tantôt, c'est toute l'approche pour des tics seulement. Mais moi, je pense que mon médicament aide la concentration, hein? Puis ça m'aide pour mes tics. Parce que si je le prends pas, ça n'a juste pas de sens. Mais je sais pas, je peux le nommer. Je sais pas quel médicament tu prends, mais ça dépend de toi. Bon, c'est ça, c'est du Strattera pour ma part. Là, ça, c'est intéressant. Donc, le Strattera, c'est la atomoxétine, c'est l'autre nom de ce médicament-là. Très intéressant ton point. Merci de l'avoir mentionné. Le Strattera n'a jamais été étudié comme médicament pour les tics. Oui. OK. Savais-tu ça? Ben oui, moi, mon docteur me l'avait dit que c'était pas pour les tics. Exactement. C'est un médicament de TDAH et c'est un médicament de TDAH très faible. D'effet très faible. C'est un médicament que moi, j'utilise surtout chez mes filles un peu anxieuses, qui n'ont pas beaucoup d'hyperactivité et qui ont surtout les problèmes de concentration. OK? Ça, c'est ma préférée. Et je l'utilise surtout chez les gens qui, quand ils prennent des stimulants, ils deviennent beaucoup plus anxieux. Donc, dans le Strattera, il y a une petite composante anti-anxiété.
donc un anxiolytique, et médicament pour la concentration, une composante pour la concentration. Donc, chez les gens qui sont très, très, très anxieux, qui ont un trouble d'anxiété généralisée, c'est pas le stratégie qui va les aider. Il faut un vrai médicament pour l'anxiété. Mais pour ceux qui ont plus une personnalité anxieuse, qui ont une tendance à être anxieux, qui ont un TDAH, c'est chez eux que ça va aider. Et probablement parce que tu es plus concentré et parce que tu es un peu moins anxieux, tu as probablement moins de tics. Ouais, exact. Right? Mais ce n'est pas un médicament contre les tics. Personne n'a étudié des médicaments contre l'anxiété pour les tics. Donc, on ne connaît pas les données. Mais je peux quand même dire quelque chose. C'est que les jeunes, j'utilise vraiment toujours des médicaments anti-tics. Dont j'ai parlé tantôt. Est-ce que ces médicaments-là ont aussi d'autres fonctions? Absolument. L'intunif, la guanfacine XR est utilisée dans le TDAH. Les neuroleptiques sont utilisés dans d'autres choses, comme la schizophrénie, comme les troubles de comportement. Donc, ils ne sont pas spécifiques pour les tics, mais ils sont des médicaments qui sont reconnus pour les tics aussi. Mais chez les grands, OK, ton âge ou plus des 16-17, qui restent avec beaucoup de tics, souvent, chez la majorité, c'est des enfants qui sont beaucoup anxieux. Et là, parfois, on traite seulement l'anxiété et en traitant l'anxiété, les tics diminuent de façon incroyable. Donc, il y a quelques groupes qui sont en train d'étudier ces molécules d'anxiété pour les tics, mais je pense que ça va surtout aider chez les patients qui sont anxieux avec des tics. Parce que dans le fond, c'est comme un peu enlever la barrière entre l'anxiété des tics et l'anxiété point. Exactement. Et comme j'ai dit, le stress augmente les tics. Donc, donc, si on traite le stress, c'est logique de penser que ça va diminuer les tics. C'est clair. Effectivement. OK. Ensuite, il y a plusieurs autres choix de médicaments qu'on utilise plus en troisième ligne qui ne sont pas souvent utilisés, incluant la toxine botulinique. Je suppose que, bon, les gens qui se posent des questions puis disent « OK, moi, je m'en vais acheter ça. » Non, faut aller voir ton médecin. Absolument. Puis c'est ça, qu'il y ait une analyse qui soit faite et tout. OK, bon, mais c'est super bien dit. Pour terminer, j'aimerais que vous me disiez, c'est quoi que vous souhaitez pour les personnes, autant les jeunes que les plus vieux, atteints du syndrome de la gélatourette pour le futur? Ça, c'est une grosse question. C'est quand même une grosse question. Quand même une grosse question. So, il y a différentes façons que je peux répondre à cette question-là. Premièrement, je souhaite, à l'aide de notre projet qu'on est en train d'entamer, en collaboration avec la QST, les familles partenaires, notre réseau qu'on essaie d'établir au Canada, d'améliorer vraiment la prise en charge et la trajectoire des soins de nos patients Tourette pour avoir des diagnostics plus tôt, pour avoir l'information plus tôt, pour avoir du soutien plus tôt, pour juste améliorer la qualité de vie des gens, OK? Associé à ça, je voudrais vraiment qu'on dédramatise le Tourette, si je peux dire ça de même, OK? Et évidemment, le plus qu'on dramatise, le plus qu'on peut avoir du soutien financier par moment. Mais pour nos jeunes, pour moi, c'est pas utile de dramatiser leur maladie. J'ai des gens les parents qui tombent en pleurs dans mon bureau quand je dis que leur enfant a un Tourette. Parce qu'eux autres, ils imaginent le vidéo. Exactement. Et moi, je suis là et je me dis, ça se peut pas. Ça me déchire, actually, quand je vois un parent réagir comme ça, parce que je me dis, pourquoi ils sont si mal informés, right? C'est collectif, en plus. Absolument. Donc, ça, c'est mon deuxième souhait, que ça disparaît. Est-ce que ça va prendre qu'on change de nom? Peut-être. Est-ce que le nom va changer? Je pense que oui. Entre autres pour cette raison-là. Parce qu'une fois que le nom va changer, il va y avoir une explication qui va venir avec ça. Exactement. Et puis l'explication va pouvoir justement démystifier ça. Puis, en tout cas, une fois que ça va changer, nous, on veut le savoir, on va le dire dans nos podcasts. Mais je vous le dis tout de suite aussi que beaucoup des parents partenaires dans ce groupe d'études-là qui veut changer de nom, il y avait des parents qui ne voulaient pas changer de nom. Et en fait, je n'ai pas demandé à Nathalie qu'est-ce que la QST parle de ça, parce que pour eux, c'est leur identité, et de se faire enlever l'identité de Tourette, c'est pas confortable. Donc, bref, dans les futures générations, on va probablement parler d'un trouble de tic. Et pour donner le nom de trouble de tic, ça va prendre un dysfonctionnement associé. Donc, mes 3D. S'il n'y a pas de dysfonctionnement, on a plein de tics, mais on ne sait même pas qu'on les a, puis on va bien. Il n'y aura pas de diagnostic de trouble de tic. Donc, ça, c'est mon deuxième souhait. Et le troisième, c'est qu'on peut améliorer le pronostic long terme et qu'on peut vraiment arriver où chaque enfant avec un Tourette et ses troubles neurodéveloppementaux autres soient bien identifiés et
qu'on donne vraiment des soins adaptés aux besoins de chacun. Donc, encore une fois, je ne crois pas que ça prend un plan pour chaque enfant. C'est vraiment, ça doit être adapté. Un enfant TDAH Tourette versus un enfant anxieux Tourette est différent d'un enfant avec un trouble d'apprentissage et Tourette. So, on ne peut pas les mettre tous dans le même panier et les traiter pareil. Donc, ça, je veux vraiment qu'on améliore cette façon de faire aussi. Donc, ça, c'est les 3 choses. Mais pour terminer, j'aimerais vraiment qu'on voit mes enfants, c'est peut-être pas un bon mot, on ne peut pas voir des enfants mais comme du bonbon, là, mais comme des enfants avec, oui, des difficultés, mais aussi avec plein de force que d'autres enfants n'ont pas. Par exemple, la fameuse rigidité d'un Tourette. Moi, j'aimerais bien être un peu plus rigide dans la vie pour m'organiser mieux. Vous avez vu, je suis arrivée 5 minutes avant le début. Un enfant Tourette rigide, mais il va arriver une demi-heure à l'avance. Right? Ils ne sont pas tous rigides. Mais ceux qui sont rigides... Juste déjeuner, j'étais comme si on va être en retard. Mais exactement. Donc, de voir toutes ces particularités d'un point de vue positif aussi. Exact. D'arrêter de montrer le négatif puis de voir c'est quoi les bienfaits. Exactement. Oui, parce qu'il y en a, tu sais, c'est pas juste pour les rassurer, là. Il y en a des vrais, là. Puis tu sais, on parle des tourettes, mais c'est aussi les gens qui ont le TDAH, là. Absolument. Ça arrive, ça l'apporte et, tu sais, il y a des grands bâtisseurs, là, de ce monde, là, qui ont fait des grandes choses puis qui sont TDAH, là. Donc, c'est ça. Absolument. Et ça, je n'arrête pas de dire à mes patients, je suis très copain avec Jean-Michel Blais. Pourquoi il est pianiste aussi bon? Ben, parce qu'il était assez rigide pour aller jouer au piano à tous les jours, plusieurs heures par jour. Exact. Right? Exactement. Pourquoi j'ai mes collègues médecins et j'ai des résidents parfois qui viennent en clinique avec moi, mais c'est des médecins et ils disent après la clinique, Dr. Meyer, pensez-vous que j'ai un Tourette? Ils ne savaient jamais réaliser, mais ils ont plein de tics. Là, je suis comme, tu veux vraiment... Oui, je pense que oui. Si vous posez la question. Donc, ça donne... ils ont une rigueur de travail, peut-être un peu leur côté obsessif-compulsif, puis ils ont des super bonnes façons d'étudier. Le TDAH est plus difficile, je dirais, parce que justement, de s'organiser, de faire tout ça est plus difficile. Donc les enfants Tourette TDAH, parfois, les études sont beaucoup plus difficiles. Donc, ça, c'est sûr. Oui. Mais merci beaucoup d'être venu. C'était super intéressant. C'est vraiment intéressant. Merci à tout le monde à la maison de nous avoir, à la maison, dans l'auto, peu importe, de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'abonner la petite cloche, de vous abonner puis de cliquer sur la petite cloche pour être notifié pour les prochains épisodes. Et sur ça, on vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci, bye bye.